Bonjour téléspectateurs, aujourd'hui j'accueille l'ancien président des Comores, M. Anzali Assoumani, qui vient de publier aux éditions d'Ibori un livre d'Iboiri, excusez-moi, un livre entretien avec le journaliste Charles Onana intitulé Quand j'étais président. C'est un livre entretien donc dont il s'agit du comment il a vécu pendant qu'il était président des îles Comores, surtout comment il a géré le pouvoir et ses relations avec les institutions internationales et également comment il a fait pour résoudre la crise à partir duquel il a accédé au pouvoir. Bonjour Anzali Assoumani. Bonjour. Vous avez publié aux éditions d'Iboiri un livre entretien quand j'étais président. Comment est né ce projet? Maintenant, il n'est pas un projet, puisqu'il est réalisé. Oui, bien sûr, mais comment est-il né? Bon, maintenant, merci d'abord de cette invitation, mais je pense que c'est à vous, après l'avoir lu, de nous dire comment il est. Oui. Bon, nous, quand on a eu l'idée de faire ce travail-là, effectivement, nous avions voulu répondre à un certain nombre de questions sans qu'on les pose. Et effectivement, notre envie, notre souhait, c'est de voir comment les gens réagissent par rapport à cet écrit. Puisque je pense que ce n'est pas souvent qu'on trouve des œuvres de ce genre. Donc on est très friand de voir la réaction des gens, comment ils ont réagi, comment ils réagissent d'abord par rapport à l'œuvre, maintenant par rapport au condensé, par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Effectivement, c'est des questions pertinentes que nous, on aurait aimé voir comment les gens ont apprécié, comment, en fait, avoir des critiques, qui peuvent nous servir d'une façon ou d'une autre pour essayer d'en rectifier, on ne sait pas, lorsqu'il y en aura encore, si le temps le permet, les occasions permettent, ça nous permet de nous rectifier dans l'avenir. Donc le projet, nous l'avons fait. Est-ce que c'est de l'initiative de l'éditeur Charles Onana, journaliste donc, ou bien c'est l'initiative de l'auteur? Les deux. Charles Onana, avant qu'il soit éditeur, c'est un ami que j'ai connu même quand j'étais au pouvoir, mais c'est quelqu'un de très discret, de très humble. Donc pendant ce temps-là, on discutait entre amis. Et c'est après le pouvoir, ou juste en fin de pouvoir, qui m'a laissé entendre l'idée. Je lui ai dit, je vais réfléchir. Et puis finalement, il a insisté, donc il m'a convaincu. Donc je peux dire que c'est associé, parce que c'est lui qui a eu l'idée, qui m'a proposé de travailler dans ce sens-là. Et moi, après avoir réfléchi, j'ai trouvé qu'il avait raison. Et puis ensemble, on s'est attelé pour faire ce travail-là. Maintenant, c'est à vous de nous dire comment il est ce travail. Très bien. Vous avez accédé au pouvoir avec ce président à la suite d'un coup d'État. Mais au fond, je voudrais savoir quels sont, parce que les téléspectateurs ne connaissent pas même les îles Comores, dans quelles circonstances avez-vous accédé au pouvoir? Bon, ce chapitre a été très bien traité dans le livre. Donc, mais bon, je vais bien répondre à la question pour ceux qui ne l'ont pas lu ou bien ceux qui l'ont lu et qui, effectivement, ils peuvent avoir certains aspects de la question à poser. La question était pertinente puisqu'au Comores, malheureusement, c'est un pays qui est connu comme étant le pays des coups d'État. Vous avez dit que c'est un pays fragile. Voilà, on en compte, enfin, les gens se permettent d'en compter jusqu'à une vingtaine de coups d'État ou d'intentatives. Bon, même si ce n'est pas vrai, mais le débat n'est pas là. Mais c'est vrai, la question se pose que dans un pays qui a cette mauvaise réputation, comment on peut se permettre d'en faire un énième encore au coup? Donc le pas a été franchi puisque, comme on dit, des fois, le médicament pourra-t-il être amer, mais s'il le faut prendre pour guérir de la maladie, il faut le prendre. Donc le médicament encore, c'est toujours aléatoire parce qu'on aura beau prendre des médicaments, c'est pas sûr qu'on peut être guéri de la maladie. Bon, moi je peux affirmer que ce médicament-là, nous l'avons pris, il a été amer, donc le coup d'État. Mais bon, d'après ce qu'on constate maintenant, je crois que l'objectif qui nous a amené à faire cet acte-là a été atteint, puisqu'on voulait faire la réconciliation du pays pendant que les îles se tiraillaient. La réconciliation a été faite, des institutions ont été mises en place, et puis nous avons
donner le pouvoir à un président élu, hein, avec les vertus démocratiques, avec la supervision de la communauté internationale. Donc de ce côté-là, je pense qu'il y a un fait, hein, qui a été accompli. Ceci dit, hein, rien n'est acquis, hein, tout est perfectible. Bon, il est bien évident que même dans les pays très développés, hein, qui ont cette habitude de gérer leur démocratie, si perfectionnement les institutions, la démocratie aurait reculé. Donc tout est perfectible. Donc aussi bien dans les pays qui ont l'habitude de la gestion de la démocratie que dans les pays où nous sommes novices, je dirais même on vient de commencer, tout est perfectible. Mais la décision, nous l'avons prise puisque le pays était menacé et les institutions politiques du moment et les autorités politiques se sont senties incapables, enfin, ils étaient incapables de relever le défi. Mais au lieu d'intervenir en tant que militaire, chef d'état-major à l'époque, au lieu d'intervenir plutôt ou de laisser la place aux professionnels politiques, de gérer une question politique, pourquoi donc choisir, en tant que chef d'état-major, d'intervenir? N'était pas donc dangereux parce que dès lors qu'un problème politique se pose, un militaire s'interfère, ce n'est pas politiser le militaire. Bon, moi je crois qu'avec le recul maintenant, je ne regrette pas de l'avoir fait. Bon, et je pense que tout le monde peut juger que c'est vrai, il y avait d'autres solutions que la solution militaire. Mais la question qu'on peut se poser, pourquoi les autres solutions ne sont pas appliquées? Ben, ce n'est pas à moi de répondre, moi j'étais militaire dans ce temps-là. Donc les solutions qui prévalaient, c'est des solutions politiques. Hein, c'est un dialogue qui devait être initié ou par les autorités politiques et par la communauté internationale. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et puis, bon, finalement, nous, les militaires à côté, ben, ou bien on avait deux alternatives. On restait observer, être derrière les politiques, avec les conséquences que cela peut amener, et on voit dans beaucoup de pays, ou prendre ce risque-là et le mesurer. Parce que, bon, le risque, on le prend tous les jours, mais le tout est de mesurer le risque. Donc, on prend un risque et le mesurer pour atteindre l'objectif. Je pense que ce que nous avons fait, nous avons pris un risque, on savait que c'était un risque. Et puis, moi j'étais chef d'état-major. Hein, oui. Donc en fait, j'étais aux côtés des politiques. Hein, et puis, non seulement j'étais chef d'état-major, mais j'étais militaire bien placé et qui a servi avec les autorités des gouvernements successifs comoriens. Donc, je peux me permettre modestement de savoir que je connais un peu les arcanes politiques, je connais un peu les acteurs politiques. Donc si en 1999 j'ai décidé de franchir le pas, ce n'est pas par plaisir. Hein, et ce n'est pas quand même par amateurisme, parce que ça fait plus de 10 ans que j'occupais les fonctions, hein, les grandes fonctions de chef militaire. Donc je savais malheureusement que les acteurs politiques qui étaient là, ils étaient incapables de donner une solution. Pour la simple raison, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas la capacité. Non, il y avait une obsession quand même très grave qui avait atteint nos autorités, comme quoi la solution devrait venir d'ailleurs. C'est-à-dire à partir du moment où le président Taki, paix à son âme, a porté l'affaire au niveau de l'Union africaine, mais les Comoriens n'ont pas compris qu'ils avaient la responsabilité de travailler pour atteindre l'accompagnement de l'Union africaine. Mais ils avaient compris qu'ils devaient dormir tranquille. Vous êtes même intervenu. Ils devaient même tranquille et puis attendre l'Union africaine pour venir apporter la solution. Donc en voyant cette situation, bon, on se dit que jusqu'à ce que l'Union africaine amène la solution, mais il peut y avoir beaucoup de dégâts qui risquent même de recompliquer encore la situation. Et c'est pourquoi nous avons décidé de franchir le pas. Vous avez franchi le pas, vous avez pris le pouvoir, vous avez comme projet de stabiliser le pays et de rendre à la fin le pouvoir aux politiques. Ça n'a pas été ainsi. Attention, c'est ce qui a été fait. Non, bon. Vous me direz peut-être le contraire, mais vous avez été au pouvoir pendant 7 ans, Monsieur le Président. Oui, mais l'objectif c'est quoi? Ce n'est pas 2 ans, 3 ans, 4 ans au pouvoir. L'objectif était de réconcilier les Comoriens, de mettre en place des institutions démocratiques. Cet objectif-là a été atteint pendant 7 ans, heureusement. Imaginez que ça prend du temps, plus que ça. Donc nous, on s'estimait heureux qu'effectivement, ça a pris 7 ans. Et normalement, ça a pris 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait une incompréhension, comme je l'ai expliqué dans le livre. Lorsqu'en 2001, nous avons signé l'accord de réconciliation, on a mis en place une commission tripartite pour rédiger la Constitution. Mais la Constitution, effectivement, lorsqu'elle a été rédigée, on a mis en place on a dit comment on va mettre en place les institutions.
Et eux, ils ont trouvé cette manie de commencer par le haut, par le président de la République. Bon, dans leur vision, ce qu'ils disaient comme ça, c'est que oui, mais le pays a tellement souffert, il faut qu'on ait une autorité légitime qui puisse discuter avec les institutions internationales. Alors que depuis 2 ans, j'ai discuté avec. Même étant putschiste, j'ai discuté avec le FMI, la Banque mondiale, j'ai payé leurs dettes. Oui, J'étais reçu par des chefs d'État. Donc, en fait, c'est un argument qui ne tenait pas du tout, comme quoi il faut quelqu'un qui puisse discuter, comme si moi je ne discutais pas. Mais en fait, l'argument qui était là, c'est que bon, il fallait qu'Azali parte. Donc, et moi, je me suis dit, non, voter une constitution, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut mettre en place des institutions. Ben, si on met la constitution et que moi je pars, alors qu'il n'y a pas des institutions, mais en fait, j'aurais fait un coup d'État pour rien. Parce que l'enlisement qui allait être suivi, qui allait s'en suivre, ben, normalement, c'est normal qu'on me l'impute. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'assumer mes responsabilités jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que les institutions soient mises en place. Donc, étant donné qu'ils ont inversé l'ordre, qu'il faut que ça commence par le président, ben, moi, je me suis dit, il faut que je mette en place les institutions. Et c'est pourquoi j'ai choisi de me porter candidat avec les complications qu'on y a mises, puisqu'on a demandé que je démissionne. J'ai démissionné parce que je tiens absolument à ce que les institutions soient mises. Non seulement le président, mais il y avait l'Assemblée, il y avait les assemblées, il y avait les présidents des îles. Il y avait aussi la Cour constitutionnelle qu'il fallait mettre en place. Donc moi, je me suis dit qu'il faut qu'on fasse ça. Donc si on avait inversé l'ordre des élections, en commençant par les institutions jusqu'au président, mais c'est sûr que ça allait prendre moins de temps. Et moi, effectivement, en ce temps-là, je n'aurais pas de raison d'être candidat. Mais j'étais obligé d'être candidat parce qu'il fallait que je mette en place les institutions. Et encore une autre complication qui est venue, parce que lorsqu'on a fait les élections en 2002, ben, il fallait enchaîner pour faire les autres élections. Oui. Mais effectivement, à ce temps-là, le dialogue s'est campé autour des présidents des îles et des présidents de l'Union, parce qu'on appelle les conflits de compétences. Donc, au lieu d'aller directement aux élections pour avoir une assemblée dont la Constitution avait confié la rédaction des compétences des îles. Mais le président des îles a voulu s'en attribuer des compétences comme ça. Moi, j'ai refusé. Et il y a eu effectivement une bataille entre nous qui a fait qu'on a perdu du temps, qu'on n'a pas pu mettre en place les institutions. Il a fallu en 2003 recourir aussi à une conférence, une conférence qui a été patronnée par le président Moubeki en 2003. Et c'est là où on avait défini à partir de 2004 de mettre en place les institutions qui restaient. Et de ce côté-là, bon, on a mis le pied sur la dernière pédale. Et puis effectivement, en 2004, les élections législatives. Et puis jusqu'à 2004 même, on a mis en place la Cour constitutionnelle. Et là, effectivement, tout est paré pour que je puisse rendre le flambeau et partir. Très bien. Vous avez effectivement assumé votre responsabilité jusqu'au bout. Est-ce que c'est parce que vous n'avez peu de confiance aux hommes politiques? Parce que ce rapport un peu distant, parfois condescendant envers les partis politiques, vous le dites souvent, ce sont des opportunistes. Même le rapport qu'ils avaient quand Bob Denard mercenaire avait intervenu au Comores pour déloger en tout cas le président Johar, ils n'ont pas réagi comme il fallait. Est-ce que ce n'est pas ce rapport-là de méfiance, de condescendance qui vous a conduit de... Non, c'est pas une raison de méfiance. Donc au contraire, effectivement, c'est parmi les raisons qui m'ont poussé, parce que comme je l'ai dit, c'est des gens avec qui j'ai eu la chance de servir depuis 90. Depuis 90, c'est les Comores, c'est les Comores. C'est pas les États-Unis. C'est un pays dont la superficie est telle avec la population qui fait que bon, c'est presque la même famille, tout le monde connaît tout le monde. Donc les autorités Comores de 90 à 99, ben, c'est des gens que j'ai côtoyés successivement. Il y en a qui rentraient, qui sortaient, mais ils me trouvaient là, j'étais là. Donc c'est vrai, après avoir travaillé avec eux, mais vraiment à côté, il n'y a pas une autorité, qu'il soit de l'opposition ou qui était au pouvoir, avec qui je n'ai pas eu de relation d'une façon ou d'une autre. Donc, sauf la relation de faire un coup d'État avec eux, ça, j'avais toujours refusé. Mais sur le plan de travail... Parce que vous croyez faire un coup d'État? Non, parce que... Donc, on était ensemble pour travailler. Et moi, je m'étais imposé une façon de travailler que j'expliquais à mes autorités hiérarchiques, les présidents de la République, que je ne peux pas être
refusé à discuter avec les autorités comoriennes, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir. Et ça fait que je les connaissais très bien. Donc en 97, lorsque la crise a éclaté, bon, j'ai croyé au miracle. Hein, je me suis dit, bon, quand même, ils vont se ressaisir, parce que bon, il ne faut jamais condamner l'être humain. L'être humain, c'est quand même quelqu'un de très sacré, que l'homme a donné beaucoup de capacités. Donc l'être humain, à un moment donné, il est capable d'un sursaut pour aller vers... Donc en 97, lorsque la crise a éclaté, effectivement, moi j'étais un peu sceptique par rapport à la connaissance que j'avais. Mais la crise était tellement grave que je me suis dit, non, quand même, il y aura un sursaut. Mais ça a éclaté en 92, je dis non pourquoi, c'est en 96 que ça a éclaté, moi j'étais en Comore. Bon, le sursaut n'a pas eu lieu, c'est les querelles politiciennes qui étaient là, voire même, on a vu, et ça c'est du réel, on a vu des gens de l'opposition qui ont pactisé avec les séparatistes. Effectivement, vous l'avez écrit. Voilà, qui ont pactisé, je l'ai écrit, c'est du vrai. Ils ont pactisé avec les séparatistes contre le président Kataki, comme quoi le séparatisme, c'est un parti politique qui était contre. Ils ne se sont pas rendus compte que c'est contre l'unité du pays, donc c'est contre la nation. Donc moi, je suis parti en France en 96, et je suis revenu en 97, et j'ai retrouvé que la situation, c'est le statu quo. C'est les petites querelles politiciennes, hein, et le pouvoir qui était là, malheureusement, au lieu de faire un effort pour rassembler les gens, renouer la discussion, il en a confié la responsabilité à l'Union africaine et se dit, bon, maintenant, nous attendons l'Union africaine. Donc, et là, je me suis dit, non, il n'y aura pas de résultat. Mais comment, après, hein, un peu en aval, moi, dès que j'ai pris le pouvoir, j'ai appelé aux négociations. Mais comment se fait-il que moi, j'ai réussi et qu'ils n'ont pas réussi? Ils ne m'ont pas demandé. Moi, je ne pense pas que Abed ou Mohamed Bakar a accepté le dialogue parce que c'était Azali. Il a accepté le dialogue parce qu'il y a quelqu'un qui l'a demandé. Parce que le pouvoir à l'époque n'avait jamais essayé de faire le dialogue. À ma connaissance, je n'ai pas senti un dialogue. À un moment donné, Abdallah Ibrahim on l'a fait venir à Moroni, mais c'est pour des injonctions, voire même des intimidations. Mais on ne s'est pas donné les moyens de dialoguer. Dialoguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire être prêt à un consensus. Un consensus, c'est quoi? C'est être prêt à lâcher. Donc moi, je me suis dit que le pouvoir qui était là, voire les gens de l'opposition, ils ne voulaient rien lâcher. Donc c'est pourquoi eux, la forme de discussion qu'ils préconisaient... Lâcher, vous voulez dire? Lâcher un peu de pouvoir. Justement, vos rapports avec Mohamed Bakar Abeid avant étaient quand même, je dirais, désacralisant le pouvoir de l'État. Même vous avez cédé une partie du protocole qui sacralise et l'autorité et la fonction du président. Pourquoi avez-vous choisi ce choix? Est-ce que ce n'était pas vraiment donné aussi force à l'interlocuteur contre lequel il fallait lutter, mais de façon... Une très bonne question, ça. Mais il faut savoir d'abord qu'avant que je ne prenne le pouvoir, les Anjouanais ont hissé un drapeau. Ce n'est pas moi qui leur ai donné ça. Ils ont voté une constitution. Ils ont mis en place un gouvernement qui avait un ministre des Affaires étrangères. Ils ont mis en place une armée. Voilà un peu la situation à laquelle était. Donc effectivement, c'était bien beau, effectivement, de dire, nous n'acceptons pas ça. Mais nous allons venir vous déloger. C'est ce que Taki a essayé en 1997, malheureusement, ça n'a pas réussi. Ou bien il fallait dire, on discute. On discute de voir par rapport à ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous pouvez réconcéder à l'État et ce que vous pouvez garder vous-même. Je ne pense pas que ça soit sorcier de discuter comme ça. En fait, c'est ce qu'on appelle une décentralisation en termes normal ici. Mais moi, j'étais tout petit, mais depuis l'indépendance, on parlait de régionalisation. C'est-à-dire, ça, c'est un cas qui a été posé même depuis l'indépendance. Les îles réclamaient beaucoup plus d'autonomie et de régionalisation. Mais est-ce que c'est vraiment un tabou de discuter avec les séparatistes pour leur dire l'autonomie, oui, mais l'unité du pays, non? C'est ce qu'on a fait. Croyez-vous que ce que vous avez fait, est-ce que les institutions que vous avez mis en place n'étaient pas justement contre l'unité dont vous parlez, dont vous avez défendu? Pas du tout, pas du tout, et pas du tout. Et personne ne peut me démontrer le contraire. Comment on peut dire qu'aujourd'hui, un État qui décentralise, c'est contre l'unité? En vertu de quoi c'est contre l'unité? Bon, en fait, le problème n'est pas dans les terminologies, mais il faut voir le fond. Qu'est-ce qui se passe dans ces institutions? D'abord, je dois souligner que les institutions étatiques qui étaient là,
ils n'ont pas résisté au séparatisme. Ils n'ont pas résisté au séparatisme. Parce que Mohamed Abakar, en fait, Abed, les séparatistes, bon, ils les ont, ils les ont chassés, ils ont déclaré leur autonomie. Moïli voulait faire autant. Donc, ça veut dire, en quelque sorte, si ce n'est pas les institutions, c'est peut-être les autorités qui étaient là, qui n'ont pas pu défendre les institutions qui étaient là. Et les institutions qui étaient là, on n'a pas besoin de les défendre parce que c'est des institutions qui étaient là depuis l'indépendance, que tout le monde a géré, que tout le monde a pratiqué. Donc, à mon sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des institutions qui se sont affaiblies ou qu'on n'a pas pu réadapter, qu'on n'a pas pu réactualiser par rapport aux demandes des uns et des autres. C'est ce qu'il fallait faire. Donc, les institutions qu'on a mises en place, bon, on est en train de tirer sur les termes de président, sur les termes de tout ça. Bon, maintenant, il y a une révision qui a dit le président s'appelle la gouverneure, la loi fondamentale s'appelle loi statutaire. Bon, est-ce que c'est la solution? Tant mieux. En fait, est-ce une solution ou une mauvaise solution? En fait, moi je pose la question. Ouais. Moi je pose la question. Est-ce que le problème se pose entre appeler gouverneur ou appeler président? D'où est le problème alors? Ce n'est pas un problème pour moi. Le problème, il est fondamental. Il est fondamental, c'est d'essayer de discerner quelles sont les fonctions réelles, les compétences réelles, qui, une fois décentralisées au niveau des îles, au niveau des régions, vont nuire à l'unité du pays. Et quelles sont les fonctions ou les compétences qu'il faut à tout prix que l'État les maintienne. Voilà le débat qu'il fait. C'est le débat que nous avons fait en 2001, en définissant que les affaires étrangères, la défense, les finances, ça doit rester au niveau de l'État. Bon, maintenant, il fallait continuer le débat en ces termes-là. Est-ce que nous avons mûri le débat, donc il faut perfectionner, ou nous n'avons pas mûri le débat? Voilà ce qu'il fallait. Mais moi, je ne pense pas que les termes, là, le débat tourne autour des appellations. Parce que, ben, écoute, ici en France, il y a les présidents de région. Oui, ça nuit à quoi? Ce n'est pas parce qu'il s'appelle président de région qu'il se prend président de la République. La question de se poser, pourquoi le président d'Anjouan? Pourquoi le président de la Grande Comore, il veut se prendre comme le président de la République? Il faut poser cette question-là. Mais il y a la discontinuité géographique, justement, qui fait obstacle à ce voilà, rapport politique. Voilà un début de réponse. Voilà un début de réponse comme ça. Moi, je crois que le problème qu'on a toujours omis, c'est qu'on fait partie d'un État insulaire. Et que c'est la géographie. Et la géographie est têtue. On viendra aux questions de Mayotte, par exemple. Oui, justement. Hein? Mais moi, ce que je vais toujours dire aux gens, quand on demande Mayotte, ce n'est pas l'île de Mayotte qu'on va reprendre pour rattacher aux îles. Ce n'est pas possible. Qui peut prendre l'île de Mayotte et la rassembler à l'île d'Anjouan? Mais c'est la population de Mayotte qu'on demande. Donc, en fait, on a oublié cet aspect insulaire qui fait que quand on est dans une île et qu'on ne voit autour de lui que la mer, on a tendance à se croire dans un État. C'est pourquoi le débat devait continuer. La solution que nous avons trouvée en 2001-2002, et je dis nous, Moussa, parce que ceux qui tirent sur Azali maintenant sont tous des hypocrites. Tout le monde a participé au débat. Et tout le monde a été candidat en 2001, en 2002. Si d'aucuns avaient jugé que la Constitution était contre la nation, pourquoi ils étaient candidats? Tout le monde a été candidat. On a eu 9 candidats aux primaires en Grande Comore. Donc, tous les partis politiques avaient présenté des candidats. Et pour cause, ils avaient tous participé à l'élaboration de la Constitution. Ils ont fait tous partie de la commission tripartite. Et ils ont fait propagande pour cette Constitution. Non, sauf Sedali Kamal. C'est le seul oui, justement, oui, qui a fait une campagne contre le référendum. Mais tout le monde a fait une campagne pour la Constitution. Donc, ça veut dire que c'est une Constitution que nous tous, nous avons élaborée. Nous avons fait adopter, ben, c'est à nous de la mettre en application. Et maintenant, chacun se retire pour dire c'est la Constitution d'Azali. Où est marqué Constitution d'Azali? Il faut voir, les archives sont là. Hein. La commission tripartite a été présidée par l'opposition. Le comité de suivi a été présidé par l'opposition. Donc, toutes les instances de la réconciliation ont été présidées par des membres de l'opposition. Et la communauté internationale a siégé comme membre à part entière dans cette commission. Donc maintenant, ayez un peu de modestie. Si on constate des failles dans le système, mais on va se regrouper et tirer les leçons. Mais c'est comme ça, comment ça marche. Dans tous les pays du monde, le système marche comme ça. On met en place un système et puis à des rendez-vous successifs, on se revoit pour tirer les leçons et pour avancer. C'est comme ça comment ça se passe partout.
Très bien, revenons sur la question de Mayotte, très importante, parce que vous avez souligné, quand vous présentez votre livre, c'était samedi, à Paris 8, et donc vous avez souligné qu'il y a une forme de contagion, que la stabilité des Comores dépend de l'unité des 4 îles. Or, j'ai un journal en face de moi qui vous accuse d'avoir bradé Mayotte. Donc c'est votre Premier ministre, me semble-t-il, le ministre des Affaires étrangères, c'était Abdou Sefo. En tout cas, ce journal Archipel l'accuse que... Non, moi-même. Hein. Oui, c'est ça, en tout cas. Ils ont cité le nom d'Al-Aziz. Même ils ont dit que je vais être transféré en tribunal. Là, ils ont écrit. Oui, tout à fait. Alors, que répondez-vous? Vous avez même dans votre livre, vous avez écrit, en tout cas, qu'il faut avoir un rapport différent de cette question Mayotte. Alors, en fait, ce que je réponds à ces gens-là, c'est que je suis là et j'attends la convocation pour trahison du pays. Pourquoi ils ont oublié ça? C'est en 2005 qu'ils ont écrit. Oui. En 2016, j'ai laissé le pouvoir. Je suis resté à Moroni. Ça fait 3 ans. J'attends la convocation. Je l'attends. Oui. Mais au fond, est-ce que vous avez effectivement... non, il faut leur poser la question. Pourquoi on ne me convoque pas sur une convocation pour répondre à la trahison dont ils parlent? Pourquoi ils ne vont pas jusqu'au bout de leurs idées? Ils en ont les moyens. Ils ont le pouvoir maintenant, ces gens-là. Mais Moussa, allez leur poser la question. Qu'est-ce que vous attendez maintenant, pour convoquer le président Azali en trahison, parce qu'il a trahi Monsieur le président Azali Assoumani, vous avez écrit un livre quand j'étais président et dans lequel vous donnez en tout cas quelques éléments de réponse à cette question. Alors, nos spectateurs aimeraient, moi y compris, aimeraient savoir votre réponse à cette question. Est-ce que vous avez effectivement bradé cette question? Est-ce que vous êtes indifférent à cette question? Est-ce qu'il y a un rapport national différent? Vous préconisez une nouvelle façon de se définir? En fait, il y a 2 aspects à la question. Oui. Ça, il y a ce que nous appelons l'esprit et la lettre. Oui. Bon, la lettre, c'est ça. C'est que, bon, c'est bien beau de dire Azali a trahi, trahison. Bon, c'est un peu de la propagande ou bien se défouler. Mais si les gens étaient sincères avec ce qu'ils disaient, j'ai quitté le pouvoir en 2006. Hein, toutes les instances judiciaires étaient là, ils m'auraient convoqué. Mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est que c'est pchit. En fait, de quoi s'agit-il? En 2005, j'ai eu le tort de dire tout haut ce que tout le monde passait tout bas et que personne ne faisait. C'est-à-dire quand nous on a dit on ne discute pas de la question de Mayotte à l'Assemblée nationale parce que nous avons ça. Mais je vous dis ça, 10 ans avant, cette question n'a jamais été posée à l'Assemblée nationale. Vous avez dit que vous étiez le premier à l'avoir posée. Non, attends, tu n'as pas compris la réponse. Oui, allez-y. Ce qu'on me reproche ici, c'est que nous avons dit qu'en 2005, on ne discute pas de la question de Mayotte à l'Assemblée générale des Nations unies. Voilà ce qu'on me reproche. C'est là où on dit je brade Mayotte. Je brade Mayotte parce qu'on ne discute pas de cette question au siège des Nations unies. Mais ce que je te dis, Moussa, c'est qu'on était en 2005. Mais je peux te dire que depuis 1995, la question n'a jamais été discutée aux Nations unies. J'ai eu le tort de l'avoir dit. Un tort? D'après eux, j'ai eu le tort d'avoir été tranquille avec ma conscience, d'avoir été transparent, d'avoir été honnête. Parce que le gouvernement successif qui était là, Moussa, mais qu'est-ce qui s'est passé? La France faisait des pressions énormes pour que la question ne se présente pas. Mais moyennant quoi? Personne ne savait la contrepartie que la France donnait. Lorsque la question a été retirée, à chaque fois retirée du débat, ça j'entends bien, le débat, ce n'est pas l'ordre du jour. Lorsque la question a été retirée du débat aux Nations Unies par la pression de la France, il faudrait poser la question au président successif, quelle est la contrepartie? Bon, moi, la contrepartie était simple. J'acceptais de ne pas débattre pour discuter bilatéralement avec le président Chirac. Voilà la contrepartie. 1. 2, que eux, ils allaient lever le pied sur la pédale de la départementalisation pendant que nous discutions. 3, les jeunes, enfin comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas l'île de Mayotte, la terre qu'on va rassembler, c'est les Mahorais.
Mais vous imaginez, Moussa, les jeunes comme toi qui sont nés le 6 juillet 1975 à Mayotte. Mais si on ne se donnait pas le moyen de nous connaître, de nous échanger, mais comment nous allons réintégrer ces gens-là? Mais que les gens ne se trompent pas, Mayotte ne viendra que si les Mahorais en sont convaincus. Et qu'on dialogue avec les Mahorais pour les convaincre qu'il faut qu'on se rejoigne. Ça, il faut que les gens le disent la vérité. Il n'y a pas une décision qui va être sortie dans aucune instance que ce soit, obligeant la France de réintégrer l'île de Mayotte à force. En fait, l'instance suprême, le Conseil de sécurité, et la France fait partie avec un droit de veto. Donc on sait que la réponse est négative. Attendre qu'aujourd'hui, c'est le Conseil de sécurité qui va dire à partir de telle date, la France, vous quittez Mayotte, là on se leurre. Mais aujourd'hui, il faut que les Mahorais comprennent que c'est vrai, nous sommes leurs frères, nous les rassurons, et qu'ils ont intérêt à nous rejoindre plutôt que d'être avec les Français. Et là, c'est un travail de fond qui doit être fait. Aujourd'hui, quand vous avez à Mayotte plus de 50% de la population qui est née en 1975, dans peu de temps, ce sera 60%, ce sera 70%. Mais comment voulez-vous que ces gens-là réintègrent sans que pourquoi on discute? Et faites le tour que j'ai fait, c'est parce que j'ai accepté qu'il y ait un match qui soit joué et que les Mahorais soient représentés au niveau de l'océan Indien. Effectivement, là, c'est une trahison. Est-ce que ce n'était pas justement une forme, en fait, une façon de leur donner une autorité politique Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, Moussa. Vous êtes en Europe, la Coupe d'Europe. Mais la Grande-Bretagne est représentée par combien d'équipes? L'Écosse. On ne peut pas comparer l'incomparable. Non, non, ça c'est sur strictement politique. Qu'est-ce que personne peut me dire que le fait que Mayotte a participé en tant que sportif dans le jeu de l'océan Indien, est-ce qu'ils s'en sont servis sur le plan politique? Personne ne peut le dire. Et là, on est allé très loin, Moussa. Avec le président Chirac, il a accepté que les Mahorais participeront et que si jamais ils ont une médaille, il n'y aura pas ni hymne, ni drapeau français qui serait hissé. Mais comment on peut démontrer que le truc n'est pas politique? J'ai reçu des Mahorais même qui m'ont dit que eux, effectivement, ce qui les intéresse, c'est participer. Et ils m'ont demandé même personnellement, est-ce qu'on ne peut pas arborer quelque chose qui représente Mayotte? J'ai dit, vous pouvez arborer le blanc. Parce que dans le drapeau quadricolore, si on peut appeler ça, hein, donc on vous a donné le blanc. Donc vous voyez, c'est un débat inutile, Moussa. Très bien. Tout le monde savait qu'en accordant ces gens-là de participer dans le jeu des îles, ça n'a rien de politique. Et les Français de ce côté-là, ils ont été très sincères parce que le président lui-même, il m'a juré qu'il n'y aura aucun signe qui montrerait que Mayotte participe là au nom de la France. D'ailleurs, Moussa, c'est intéressant. À un moment donné, on avait accepté que Mayotte participe avec la Réunion. À un moment donné, ça a été accepté, mais ça allait être très très grave. Parce que la Réunion, il présente le drapeau tricolore. Exactement. Ben, ça allait être très grave. Mais il vaut mieux que Mayotte participe en tant qu'entité, sans aucun signe qui montre qu'ils sont français, plutôt qu'il participe avec les Réunionnais. Donc en fait, très sincèrement, sans beaucoup de prétention, moi je pense que c'est des gens qui manquent d'idées. Très bien. Vous avez, pour finir, parce que le temps qui nous est imparti est presque achevé, vous avez fait 7 ans au pouvoir et vous avez décidé, rare en Afrique, de quitter le pouvoir, donc de donner voix comme ça a été établi dans la Constitution. Est-ce que c'était un choix personnel, une contrainte? Qu'est-ce qui a motivé ce départ? C'était une conviction. C'était une conviction, Moussa, puisque nous, on a fait le coup d'État pour un objectif, c'est la réconciliation nationale. Et ce serait trahir sa conscience que de trouver une raison. Et les raisons, il y en a plus de 1000. Hein. Pour rester au pouvoir, on a plus de 1000 raisons. Hein. Ce serait trahir la conscience que de pouvoir continuer. Et ce qui est dommage, en aval, c'est que je croyais donner une leçon d'honnêteté intellectuelle, et malheureusement, c'est comme si je n'ai rien fait. En fait, ça n'a pas servi de leçon par rapport à ça. Parce que les critiques qui sont faites maintenant, c'est comme si les gens seraient contents que je continue. Paradoxalement, la question qu'on me pose maintenant, c'est comme si tu as mal fait de quitter le pouvoir.
Parce qu'il y a deux façons de critiquer. Vous l'avez dit même sur la 4e découverte, quitter la présidence de la République de son plein gré, Tout à fait. C'est pourquoi après je vous dis, un seul mandat rare en Afrique. Pourquoi je vous dis, Moussa, Oui. que c'était une question de conviction. Et puis deux, que ça serve de leçon à ce que lorsque quelqu'un donne une parole, qu'il la respecte. Mais ça, rassurez-vous, hein, moi je ne suis pas de ceux qui pleurent. Mais quand on voit comment on tire sur moi, est-ce que c'est une bonne leçon qu'on donne à Sambi? Non. Hein? Est-ce que la façon de maintenant, on est en train de tirer de la terre lourde sur moi? Et là, on donne la leçon à Sambi. Mais Sambi, il écoute. Hein? Il dit, ah là 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 là, vaut mieux rester ici parce qu'au moins là, on sera à l'abri. Est-ce que pourrait-on dire... Bon, moi, je ne veux pas que les gens me donnent des fleurs, moi je m'en fous. Hein. Moi, j'ai appris à me battre là, sur ce côté-là. Ouais. Hein, jusqu'à vous l'avez bien dit dans je me réveille sans problème. Donc, Ouais. Mais là, je dis, attention, il faut faire attention. Oui. Puisqu'il fallait donner une leçon de morale à ce que les gens doivent respecter leurs paroles. Donc, je l'ai faite. Et qu'il fallait que les gens positifs, d'une autre façon. Là, Moussa, très sincèrement, sur le plan de critique du pays, là, on est tout à fait ouvert. Mais aujourd'hui, venir créer des problèmes, comme quoi c'est des institutions bidons qu'on a mis en place, comme quoi il a favorisé le séparatisme, comme quoi il a... Ça, effectivement, on est en train de dire à Sambi, restez plus de 20 ans, parce que c'est là où vous pouvez consolider. Et même s'il reste 50 ans, il ne peut pas consolider. Parce qu'il faut 50 ans, voire 100 ans. C'est un travail de tous les jours. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un qui commence et d'autres qui continuent. Mais prétendre qu'il y a une seule personne qui peut être là pour le faire, ça c'est utopique. Ça. Deuxième aspect, l'aspect économique, mais c'est un aspect tout à fait discutable, Moussa. Nous, l'objectif c'était la réconciliation du pays. Mais on ne pouvait pas être là et dire réconciliation, on a déjà entendu. Les gens qui m'ont précédé, ils ne payaient pas la dette de la Banque mondiale parce qu'eux, ils avaient le séparatisme. Et que l'argent de l'État doit être utilisé pour régler le problème séparatisme. Et du coup, le pays était en faillite. La Banque mondiale et le FMI ont suspendu leur coopération avec l'État. Et puis l'État n'avait rien. Nous, on ne pouvait pas se permettre. Oui. Donc on avait deux fronts. Pendant qu'il y avait la réconciliation, on a mis vraiment hein, le cap sur la réconciliation. Mais la gestion du pays doit être exemplaire. Parce qu'un fine, mais justement, dans le livre, vous n'avez en aucun moment parlé de la gestion du pouvoir. Vous avez parlé des grandes questions politiques, mais jamais de l'éducation, de l'économie même, et de la santé. Pourquoi ce choix? Il a été dit, parce que comme je l'ai dit, l'objectif c'était la réconciliation. Ça c'est l'objectif principal. Donc effectivement, le livre devrait, à 60%, voire 70%, parler de la réconciliation. Bon, maintenant, ce que j'ai fait en gestion de pays, ce n'était pas secondaire, mais c'était effectivement parallèle à ça. Donc, dans le livre, effectivement, il ne pouvait pas réapparaître comme les objectifs de la réconciliation. Mais comment il a été présenté, là, Moussa? Quand on parle de l'université, mais quel terme éloquent peut-on parler de l'éducation sans ce projet de l'université? C'est très éloquent. Quand on parle de la conférence du bailleur de fonds qu'on a fait à Maurice, mais quel terme éloquent peut-on parler d'économie sans parler de ça? Quand on dit que pour la première fois de l'histoire du pays, le pays investissait par des fonds propres, mais on n'allait pas quand même aller au détail près. Mais c'est comme ça comment on présente une économie de pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement la confiance était revenue avec le bailleur de fonds, mais nous, on avait le luxe d'investir. Ça veut dire qu'on donnait un peu une leçon au bailleur pour lui dire, bon, si vous ne voulez pas investir, mais nous, on peut faire un effort. On ne dit pas qu'on peut se satisfaire, ce n'est pas possible. Mais quand on était classé deuxième investisseur après la Banque mondiale, mais c'était un signe fort qu'on avait donné à ces bailleurs, que nous, on a compris qu'on doit assumer nos responsabilités. Moi, j'ai toujours dit à des gens, quand ils me disent, oui, Azali, c'est bien, avec vous, l'université, mais vous oubliez l'essentiel. Avec nous, l'État était géré. C'est l'essentiel. Vous avez dit que les fonctionnaires étaient payés. C'est temps de pouvoir, 2 mois que les gens n'étaient pas payés. Et ça, je mets au défi n'importe qui pour le révoquer. Et les 2 mois, c'est 2 mois que j'ai hérité du régime du président Dalidé. J'ai pris le pouvoir le 1er mai 1999. Et les gens n'étaient pas payés avril, mars, février. 3 mois qui n'étaient pas payés. Et moi, j'ai joué les continuités de l'État.
Au lieu de commencer à payer à partir de mai, comme beaucoup le font à Moroni, j'ai vu un Premier ministre qui a été nommé en janvier, il a dit, écoutez, avant moi, je ne connais pas, je commence à payer en janvier 1997, Ahmed Abdou. On a dit non, il y a la continuité de l'État, on paye à partir de février, alors que nous avons pris le pouvoir en mai. Donc, en fait, on ne va pas aller au détail, non, mais on a présenté une façon de gérer le pays. Et d'ailleurs, si on a pu mettre le cap sur la réconciliation de ça, c'est parce qu'on maîtrisait la situation socio-économique du pays. Mais vous imaginez si les fonctions n'étaient pas payées et qu'ils descendaient dans la rue tous les jours. Si les gens n'avaient pas à manger, qu'ils descendaient, est-ce qu'on aurait pu aller à la réconciliation? Mais si la réconciliation a été facile, c'est parce qu'effectivement, sur le plan socio-économique, il y avait des efforts qui étaient faits. Très bien. Une leçon d'un président africain, vous avez écrit. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ben, ça veut dire que il n'y a pas de fatalité en Afrique. Une influence de Amadou Toumani Touré, malien? Non. Si, c'est une grande personne. Madi Touré, il a fait un coup d'État, il a laissé le pouvoir, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je n'estime pas, je respecte beaucoup. Il vous a, d'une certaine façon, influencé un petit peu ou... Ah non, si, j'ai beaucoup appris, il m'a donné beaucoup de conseils. Ça, je me suis abrévé beaucoup avec lui, c'était un grand ami, on s'entendait très bien. Mais lui, il était d'accord que la crise au Mali, c'était une crise politique, alors que chez moi, c'était une crise institutionnelle, donc plus difficile. Donc en fait, la superposition qu'on veut faire, que oui, mais ATT, lui, il a fait le coup d'État, il a voté la Constitution, il est parti. Ce n'est pas la même chose. Lui, il a parfaitement compris que ma continuité, c'est parce que l'objectif n'était pas atteint. Alors que lui, c'était une crise politique. Alors, la crise politique, vous savez, dans les pays africains, malheureusement, il suffit de faire un gouvernement d'union nationale, tout le monde rentre dans le gouvernement, et puis après, personne ne dit rien. Quitte même à recommencer un an après. Alors que la crise institutionnelle par rapport à une partie d'un territoire qui a hissé un drapeau, qui a voté un président, qui a voté une constitution avec mes affaires étrangères, ça, c'est rare qu'on voit ça en Afrique. Donc, c'est une crise très profonde. Et comme je l'ai dit, la crise ne sont pas à la taille du pays. Ce n'est pas parce que les Comores sont petits en superficie qu'ils ont une petite crise. Non, loin de là. C'est une crise très profonde et doit être gérée au jour le jour. On ne peut pas se dire c'est fini. Non, c'est jamais fini. Il faut être sur ses gardes, il faut être toujours attentif, essayer de voir comment faire en sorte que ces relations se concilient de jour en jour. Très bien. Et en France, c'est un exil politique ou un séjour d'écriture? Autre chose. Bon, là, vous posez une question, vous connaissez la réponse. Je me dis, en France, je suis venu ici pour une semaine, je pars. Bon, c'est pas l'exil. Bon, je viens en France, disons peut-être, à Moroni, il fait très chaud, je suis venu me rafraîchir un peu. Et présenter votre livre. Voilà, présenter le livre, et puis après je rentre pour plonger dans notre chaleur. Très bien. Et chaleur mollare et physique. Très bien. Votre prochain livre serait... c'est pas à l'ordre du jour. Vous pouvez poser la question à mon éditeur. Très bien. Merci. Monsieur Anzali Assoumani, ancien président de la République des Comores. Vous venez de publier aux éditions d'Iboiri, Quand j'étais président. Et donc, c'est un livre intéressant que je recommande à nos téléspectateurs. Donc, que je présente à nos téléspectateurs. Donc, c'est aux éditions d'Iboiri. Merci.